Et salut Twitch, salut YouTube, j'espère que ça va bien en ce mercredi 17 janvier. Et de manière assez incroyable, c'est un nouvel hebdo J2S qui tient en hebdo puisque le dernier c'était la semaine dernière. Salut Gaume sur le chat, salut les gens du chat, merci pour les follow des derniers jours sur Twitch. Salut aussi les podcasts si vous écoutez en audio, on vous salue également. Hebdo J2S, sans doute plus court que le dernier puisqu'il n'y a eu qu'une semaine entre. Donc un peu d'actu. Quelques parties, des bandes dessinées, comme toutes les semaines ces derniers temps, et une partie solo de Kahoot/Tipeee/50 missions. Voilà, le programme qui nous attend aujourd'hui. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre la cloche, blablabla truc, et à mettre des pouces aussi, et les commentaires, blabla. Passons aux actus, let's go. Donc, comme d'habitude, vous pouvez trouver tout ça sous forme de podcast, donc uniquement à l'audio, sur le flux de Playtime, sur lequel arrivera aussi bientôt la vidéo de décembre 2023. Là, j'ai fini le montage. Il me reste juste l'intro à monter, la conclusion, enfin, le générique d'intro, pardon, et les passages facecam qui vont assez vite à monter, donc je devrais avoir le temps de finir ça aujourd'hui, je pense. Ce qui fait que ce sera une diffusion d'ici, je pense, demain, peut-être. Avec, voilà, comme d'habitude, un peu plus d'une heure sur des déceptions, sur des choses que j'ai aimées, sur quelques tops, il y en aura 3. Et je vais pouvoir après entamer sur la vidéo de janvier, mais surtout le top, enfin le bilan 2023, qui sera pas forcément un top. Et salut Aurélien, qui sera un peu différent de celui de l'an dernier. Celui de l'an dernier était vraiment, a permis de définir un peu le format des bilans mensuels, parce que j'avais vraiment repris ce format-là. Là, cette année, je ferai un peu différemment, notamment, je prendrai en compte une remarque que notamment Aurélien m'avait fait, mais pas que, sur le fait que je mettrais pas de partie de j'y ai pas joué, mais j'aurais kiffé, qui était un peu longue, et qui était peut-être un peu vide, mais je parlerai sûrement ici et là de quelques jeux qui m'auraient tenté, mais pas une grande partie comme ça, mais ce sera un peu plus, ce sera un peu moins comme les mensuels, vous verrez. Il y aura un peu plus d'éditorialisation, entre grands guillemets, en tout cas de compartimentalisation, ce sera un peu plus compartimenté, voilà. Donc tout ça, je sais pas quand ça arrivera, ça dépendra évidemment du temps. Sinon, si vous avez de l'argent et que vous ne savez pas quoi en faire, et que vous avez personne de mieux ou de plus pertinent à qui donner, j'ai toujours un Buy Me a Coffee, ça vous donne aucun droit, ni sur l'édito, ni aucune contrepartie, voilà, mais c'est plus si vous avez de l'argent et que vous devez le donner à des gens que vous soutenez, pourquoi pas moi, voilà. Mais évidemment, c'est si vous avez trop d'argent et que vous n'avez pas des moyens plus intéressants pour l'utiliser. Passons aux actus. Alors, les actus. Il y a eu les BGA Awards 2024. Il faut voter pour l'adaptation. Je ne les ai pas encore faites, je ne sais pas si vous les avez faites. Alors, il y a le meilleur jeu grand. Alors, évidemment, comme toujours, hein, on pourrait discuter 25 fois sur ces typologies de jeux, notamment meilleur jeu de forêt. Pourquoi ça a été meilleur jeu de forêt et pas meilleur jeu de désert? Écoutez, je ne sais pas. Vous avez jusqu'au 22 janvier 2024 pour voter. Ah, mais par contre, il y a un service en maintenance. Bon, je sais pas si ça va marcher du coup. Ah non, c'est la création de nouvelles tables qui peut être bloquée. Bon, on verra. Donc, grand public, alors, l'implémentation, c'est pas ouf, hein, les amis. Hein, ça, grand public qui recouvre classique. Vous verrez que le meilleur jeu classique, je trouve ça assez étrange comme dénomination. Meilleur jeu hardcore, bon. Hardcore player, en fait, c'est... j'imagine que c'est plus ou moins pour les jeux dits experts, que j'aime pas non plus comme terme, mais en fait hardcore c'est complètement con parce que moi on pourrait considérer que je suis un joueur hardcore de Encore ou de Can't Stop. Aucun sens. Ça à la limite c'est un peu plus stable, meilleur jeu à 2 joueurs ou joueuses. Alors il faudra quand même qu'un jour BGA se décide sur l'inclusivité, parce que la plupart du temps ça l'est. Mais il y a plein d'endroits où ils oublient. Alors bon, voilà. Et meilleur jeu de forêt, bon, comme dit, complètement absurde. Je sais même pas, je sais pas, il y a peut-être une joke, une blague là-dessus sur le jeu de forêt. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a plus que ça maintenant, j'en sais rien. Écoutez. Et donc, il faut savoir si ça c'est à 2 joueurs ou joueuses uniquement, ou si c'est qui se joue à 2. Parce que c'est 2 choses différentes. Il y a des jeux très bien à 2, mais qui peuvent se jouer à plus. Et il y a des jeux uniquement à 2 joueurs qui sont nuls. Alors, donc, grand public. Est-ce que là-dedans, il y a un seul jeu que j'aime? Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Julien qui, je sais pas si je peux le dire, mais je pense parce que c'est public,
qui a fait un proto pour une game jam à la cool. Si tu veux mettre le lien, tu peux dans le chat. J'ai vu juste le début, j'ai pas encore tout regardé. C'était une game jam en numérique qui était faite sur un Discord. D'ailleurs, il l'a pas fait tout seul, je crois qu'ils étaient 2. Et qui a une certaine poésie dans la façon dont les choses sont formulées. Donc là-dedans, on va faire par ordre du pire au mieux. Ça, c'est vraiment le pire. Non, il y a quand même Canva qui est pire, parce que c'est antinomique entre le thème et le ressenti de jeu. Donc ça, c'est vraiment nul. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Ensuite, Moonriver, c'est vraiment nul. C'est dans l'univers de King Domino, mais ça complexifie sans rien apporter. C'est tout pourri. Biomos, j'aime beaucoup l'éditeur Subverti qui a un peu des convictions et tout et qui n'hésite pas à les dire. Ça, Biomos, j'ai trouvé ça pas terrible du tout. C'est très très classique. Sûrement que ça marche mieux en physique parce que les petites glissières, j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques mois. Mais ça reste très très limité en termes d'intérêt. Désolé si je vous gêne, hein. Ne pensez pas que je juge vos goûts, je juge les jeux par rapport à mes goûts à moi et par rapport à comment je les perçois, ok? Il va falloir le répéter à chaque fois, mais soyez pas vexés si on dit qu'un jeu que vous aimez est nul. Vous pouvez tout à fait penser l'inverse avec de très bons arguments. Ensuite, My City Roll and Ride, j'ai juste fait un tout petit peu. Je vais pas y accrocher plus que ça à My City. Je vais pas accrocher plus que ça à My City Roll and Ride non plus, et en plus les dés, j'ai rarement... Bon, on s'en fout un peu de la qualité des dés, mais bon. En vrai, c'est vrai que j'ai rarement vu des dés d'une si mauvaise qualité. Ça, c'est pas mal. Ensuite, Acropolis, je trouve ça pas très intéressant, en plus j'aime pas du tout y jouer, je comprends pour le coup qu'il y ait plein de gens qui accrochent. C'est très classique, très scolaire, et j'aime pas le côté brain que moi j'ai, alors que... Mais moi j'aime pas My City non plus, trop Julien, de peu que j'ai fait, j'ai commencé... Alors on m'a dit oui, non, faut pas y jouer en numérique et tout, peut-être. En tout cas en numérique, on a fait 5-6 parties, et je trouvais ça un peu redondant et un peu ennuyeux. Acropolis, donc très très scolaire, en plus comme dit, je sais que c'est un jeu qui se veut fluide et ultra immédiat, moi, je peux pas m'empêcher d'y voir un jeu semi-abstrait, alors c'est pas abstrait parce que à chaque tour on va renouveler la rivière et tout, mais où vraiment moi je me projette dans des constructions qui servent à rien dans le jeu, mais j'arrive pas à m'en empêcher, donc en plus que je trouve que ce soit scolaire pour plein de points, c'est un jeu qui ne me parle pas du tout. Un peu pareil pour Nova Luna, une proposition entre Patchwork et une suite d'habitat et tout, mais très très abstraite et qui me fait mal à la tête, pure puzzle. Les Aventuriers du Rail Europe, il est arrivé il y a pas longtemps sur BGA. Moi, j'aime toujours les Aventuriers du Rail. Je pense que je préfère États-Unis pour sa pureté. Celui-là est un peu plus interactif, et en plus un peu les gares et tout. Bon, voilà. Je trouve pas les autres ajouts très fous. Et on se retrouve avec ces trois-là, qui sont mes préférés. Celui-ci... Non, j'ai déjà dit que c'était le pire. Celui-ci, j'ai pas encore joué en physique, mais apparemment, tous les retours que j'ai, il y a le Défaussé qui avait fait un épisode dessus, et qui s'était... Punaise, l'édition c'est pas possible quoi, pourtant c'est Bombix. Des gros soucis en termes de déplacement, de taille de cube et tout. Mais par contre je trouve le double moteur intéressant, c'est un jeu que j'ai trouvé une bonne surprise. Et ensuite il y a ces deux-là. Dans l'absolu moi je préfère Knarr à Faraway, mais Faraway est un jeu beaucoup plus intéressant pour moi. Enfin je préfère jouer à Knarr qu'à Faraway. Mais j'aurais 1000 fois plus de plaisir à faire découvrir Faraway pour sa curiosité, ce qu'il représente et tout, et le fait que ce soit un peu intéressant que Knarr. Et il y a Spots, que Aurélien citait, qui c'est le professeur qui adore aussi, et qui devrait sortir en français cette année je crois, et qui est un jeu, sachez-le, du mec qui a fait, enfin ils sont plusieurs sur Spot, mais c'est le mec qui a fait Bestioles en guerre notamment, je crois. Rien à voir, mais je trouve très bien déjà le thème, avec l'idée des dalmatiens et des points, je trouve ça trop drôle. C'est tout con, mais en termes de mise en scène et d'idées, je trouve ça trop cool. Un peu comme Daruma que Gaume m'avait fait découvrir Gaume sur les petits yeux de Daruma qu'on mettait avec les 1. Et ben Spot, il y a un peu cette idée là. Moi je vais juste voter pour le jeu que je préfère, je pense. Sauf si effectivement l'adaptation BGA est nulle à chier. Typiquement, celui-là sur BGA est sans doute mieux que peut-être en physique. Et donc sur Spot, j'en ai aussi parlé il y a... les gens vont vous parler de ça en 2024, mais alors je sais que je vous en parle depuis un an. Ouais, moi j'aime bien quand même, parce que je trouve que c'est... Justement, je trouve que Faraway est une des meilleures adaptations sur BGA, parce que, contrairement à plein de jeux où on te colle au nez
le tableau de score à la fin, on te dit tu as fait tant de points. Là, il y a quand même si évidemment t'as pas la mise en scène c'est Paul Gara qui en parle souvent du fait de retourner petit à petit, et que ce geste-là, c'est de la mise en scène et ça apporte au sentiment de jeu, et ben il prend quand même le temps de te le révéler une par une, et donc ça permet aussi notamment de comprendre le système lors de la découverte. Donc celui-là, tout le monde va vous en parler peut-être en 2024, moi je vous en parle depuis 2023 ou depuis le début de l'année. C'est un jeu qui est intéressant, alors rien de révolutionnaire, mais ouais, moi je regarde de toute façon pas le jeu de l'adversaire parce que je pense que ça n'a aucun intérêt. Enfin ouais, c'est vraiment une des grosses faiblesses que je trouve, c'est que c'est vraiment un multiplayer solitaire, à part sur des points très très limités, mais je trouve que ça n'a pas grand intérêt de comparer les scores à la fin. Et donc, c'est vraiment un petit stop ou encore jeu de prise de risque, de lancer de dés, mais ce qui va faire la différence, alors il y a le côté plus classique de je pose mes trucs ou bien je les mets dans mon, je sais plus comment ça s'appelle, mais je les enterre ou un truc comme ça. Mais surtout, ce qui est intéressant dans Spot pour moi, c'est vraiment ces petites cartes actions qui vont définir des espèces de nouvelles règles sur ce que tu peux utiliser et tout, et ça je trouve ça plutôt cool. Moi c'est vraiment ça qui me plaît, en plus du fait que ce soit un jeu de course. Donc ouais, moi ce sera entre ces deux-là honnêtement, mais je vais plutôt voter pour Spot. Et là voilà, on arrive sur le jeu classique. Ah oui évidemment, je suis d'accord aussi Julien. Et c'est là que je ne comprends pas, parce que pour moi un jeu classique c'est pas ça du tout. Ça, les Aventuriers du Rail, je l'aurais vu dans un jeu classique. Ou je sais pas, peut-être Sushigo à la limite, qu'on pourrait dire comme vieux classique, enfin comme néo-classique. Ou les échecs, ou je sais pas, 99 qui est un jeu. Ouais non, même Gizmo, hein, je pense pas honnêtement, parce que c'est vraiment Splendor, à la limite. Je pourrais voir Splendor là-dedans, tu vois. Voir Azul, tu vois. Mais tous ces jeux-là, putain. Les gars, j'aimerais bien comprendre ce que vous appelez par classique. Alors parce que ça pourrait être jeu traditionnel, auquel cas ce sera encore différent, mais jeu classique, à la limite, ça pourrait être classique contemporain et tout. Et là-dedans, je crois qu'il y a 0 classique contemporain, quoi. Tu vois, c'est... ridicule. Et alors là, pour le coup, je les connais pas tous du tout. Donc je vais quand même voter, hein. Sachez juste que peut-être que j'aurais voté différemment si je les connaissais. Et j'ai toujours pas joué, je suis toujours très curieux. Bah, comme catégorie et comme façon de nommer la catégorie, quoi. Forêt Mix, je vous ai déjà dit que j'aimais pas trop, pour plein de raisons. J'aime bien certains éléments très forts, que je trouve vraiment très bons, mais c'est un peu noyé dans un ensemble un peu fade. Notamment toutes les interactions entre les différents trucs qui sont autour du plateau. Celui-là, c'est pour moi sans doute le plus classique du genre, et qui a... je trouve ça pas très intéressant en termes d'enjeu, j'ai l'impression de faire des choix un peu à la va comme je te pousse. Pas trop, vraiment pas très intéressant, je trouve. Sagani, c'est rigolo parce que c'est vraiment la suite de Nova Luna. J'ai peut-être tendance à préférer Sagani dans sa philosophie de jeu, mais en termes de feeling de jeu et de certaines mécaniques, je préfère Nova Luna. Mais c'est pas un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment très puzzle aussi, et c'est pas du tout mon genre de jeu. Pain Zero Z, c'est un jeu de déduction, donc c'est pour Cargo, j'ai pas joué, mais j'ai vu des vidéos et tout, ça va l'air assez intéressant comme jeu de déduction, mais je suis pas très jeu de déduction non plus. Celui-là, je le connais pas du tout, c'est un jeu exclusivement pour deux, mais je sais qu'il y avait eu des vidéos anglophones et tout qui étaient sorties, mais pas joué du tout, mais j'étais assez curieux, parce que je suis curieux de jeu à deux. Celui-là, c'est un jeu de draft que j'aime pas du tout, que je trouve pas intéressant, il y a 26 milliards de jeux de draft, pourquoi jouer à celui-là plutôt qu'à un autre? Faudrait que j'y rejoue, mais vraiment, j'ai fait 2-3 parties, j'ai trouvé ça mais d'un plat et d'un inintérêt incroyable. Bunny Kingdom, pareil, alors c'était rigolo parce que celui-là on l'avait découvert chez Yellow quand on avait fait une interview avec Proxy Jeux à l'époque. Et alors c'était rigolo parce que c'était sorti après, comment dire. Ah c'est vrai, il faudrait peut-être compter la proportion de jeux Asmodée, t'as raison, Julien. Donc Bunny, bon bah ça c'est Yellow pour le coup, et c'est rigolo parce que King Domino était sorti avant, et donc en fait c'était rigolo parce que c'était un moyen de montrer comment tu expliques le scoring, tu dis ah ben c'est un King Domino sous stéroïde un peu en fait. Et comment est-ce que la sortie d'un jeu un peu avant permet d'expliquer plus facilement un autre jeu. Mais j'ai trouvé ça très quelconque aussi, Bunny Kingdom, alors c'est une partie lointaine et tout, donc voilà, j'ai jamais rejoué depuis. Et on a maintenant donc ces deux-là qui sont des bons jeux. Ça fait pas beaucoup de jeux que j'aime sur la sélection. Celui-là, moi c'est un jeu de Phil Walker Harding que je trouve très bien, et qui est un petit jeu à moteur. Alors pour le coup celui-là doit être
très, en termes de sensation, de toucher et tout, intéressant à jouer en physique, puisque tu vas chercher des petites billes et tout. Mais même sans ça, en fait, c'est un jeu où il y a plein de petites cascades et où la création de moteur et la manière dont il se développe est vraiment assez bien gérée, je trouve. C'était d'autant plus surprenant que Spellbook soit aussi mauvais quand tu sais que Phil Walker Harding est capable de faire Gizmos. Et celui-là, c'est un de mes jeux de l'an dernier, qui gagne certainement en physique, qui clairement, mais ouais, incroyable jeu, qui a défini en plus un certain type de game design et une certaine façon de proposer un jeu qui moi m'a influencé l'an dernier, donc c'est vite vu. C'est pas un jeu classique, il le deviendra peut-être, mais pour l'instant, jeu hardcore. Alors là, je sais même pas si je vais voter en vrai, parce que en fait j'en connais aucun, je connais juste celui-là. Je vais juste vous dire ce que je pense des jeux, sans y avoir joué, ok? Ça j'aime pas plus que ça, c'est pas si mal, c'est pas nul, mais allez écouter le pour et le contre où Julien parle du jeu et Cyrus aussi. J'ai un gros problème avec le thème et avec toute la communication qu'il y a autour. J'aime beaucoup son système d'action, je trouve que c'est un peu boursouflé et qu'il y en a un peu partout. C'est pas un game design qui me plaît, Ark Nova. En plus d'avoir un thème qui ne me plaît pas et qui n'est jamais trop questionné. Celui-là je le trouve assez bof, enfin la proposition est intéressante mais la réalisation, l'exécution est un peu là aussi un peu indigeste en fait, parce qu'il y a un côté où vraiment tu grignotes des petits trucs pour et où tu te dis bon bah tout ça pour ça. Earth, c'est sûrement celui de ceux que j'ai joué, attention, que je préfère, donc c'est les 3 seuls que j'ai joué. Même si il est assez scolaire et tout, là pour le coup allez écouter le coup critique de Pion fait de Paul Gara. Moi j'ai bien aimé le jeu, enfin ça va, notamment parce que ouais, je suis d'accord sur ça, c'est ce que je disais Julien, je pense que c'était peut-être pas là, mais moi on pourrait dire que je suis un gros joueur hardcore de Can't Stop et de encore, donc ça n'a aucun sens, leur truc hardcore c'est absurde, enfin, j'aime pas le terme expert mais celui-là... donc Earth, ouais, moi c'est un truc où aussi je revenais de loin parce que vraiment, je me pensais vraiment que j'aimerais pas et en fait j'ai trouvé ça plutôt agréable. Sans que ça ait marqué mon année 2023, mais disons qu'il y a plein de petits trucs qui m'ont plu dans Earth, notamment sur le système de choix d'action qui est moins malin que celui d'Ark Nova, mais que moi je trouvais fort en interaction et que notamment à deux, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il disait dans Coup Critique sur le fait que tu fais ton action juste pour toi. Franchement, enfin, moi quand on joue à Earth, vraiment je regarde l'autre et je dis je vais faire ça, ah tu peux rien faire, mince, mais vraiment de manière un peu méchante, mais c'est aussi ma façon de jouer. Je dis pas que effectivement c'est novateur ou quoi que ce soit, mais je dis que moi j'arrive à y jouer comme ça. Donc voilà, si je devais choisir entre ceux que j'ai joués, je mettrais sûrement Earth. Pour les autres, ça c'est, je suis curieux. Voilà, ça j'en sais rien, je connais pas. Ça m'intéresse pas du tout. Tous les trucs du Royaume de l'Ouest, j'ai regardé des vidéos et ça m'a l'air aussi très très standard. Alors, je me demande qu'à changer d'avis quand j'y jouerai, mais ça me donne pas du tout envie d'y jouer. Pourtant j'aime bien Pierre de la Mer du Nord, hein. Mais bon c'est... Ça m'avait l'air nul, vraiment pas intéressant, enfin c'est un jeu du Johan Levet, et de ce que j'ai vu ça m'avait l'air absolument naze. Ça je reste curieux, mais on sait pas plus que ça c'est la version live de Terra Mystica que j'aimais bien à l'époque. J'ai pas joué à Projet Gaia, j'ai pas joué du tout à Age of Innovation, mais une version un peu streamlined de Terra Mystica, pourquoi pas. Et Pax Pamir, je pense que c'est celui-là qui m'intéresse le plus de tous, hein. J'y ai toujours pas joué, hein, mais c'est que ce soit par son auteur, par son thème, par son style de jeu et tout, partout. Pax Pamir m'intéresse beaucoup plus que tout le reste et m'a l'air d'être un jeu beaucoup plus intéressant par rapport à mes goûts. Mais je vais pas voter parce que bon, voilà, ce serait absurde pour le coup. Ensuite, jeu à 2 joueurs, et donc on est effectivement sur des jeux exclusivement à 2 joueurs. Donc, Boop. C'est ce petit jeu abstrait avec des petits châteaux mignons qui est pas nul, parce que j'aime pas les jeux abstraits, vous le savez, mais celui-là il y a la mécanique de Boop qui est rigolo, donc qui est un peu les chats qui s'éloignent les uns des autres, donc c'est plutôt rigolo, mais ce n'est pas mon genre de jeu. Celui-là il est plein de très très bons retours et je suis assez curieux, j'aime bien ce genre de jeu. Je sais pas s'il apporte grand chose, mais celui-là je vous en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup, c'est un des très bons jeux sortis en 2023, plein de très bonnes sensations. Qui sur du contrôle de territoire et tout, sur de l'affrontement. Je suis pas toujours d'accord avec la manière dont Pionf utilise les mots pour parler d'un jeu, mais j'avoue que celui-là, il a dit dans son compte Twitter Critique Ludique que c'est comme si tu faisais 5 love letters en même temps. Et il y a un côté assez vrai là-dedans, je trouve que la formulation est bien trouvée pour plein de raisons. Ouais, vraiment très bien, en plus d'être très, très beau, donc voilà.
Ça, un de mes jeux de la gamme mini préférée. Très très bien, vraiment un peu de High Speed to Choose, un peu de majorité et tout, mais un jeu très tendu, assez dans l'école japonaise réduite. Et tout le reste, j'y ai pas joué. Donc voilà, ça c'est du shogi, ça Paul Gara a détesté, puis le reste après pas joué du tout. Celui-là c'est un jeu abstrait qui m'intéressait, mais je vais pas voter. Si je devais voter honnêtement, ce sera entre ces deux-là j'imagine. Sûrement un ami Koji parce qu'il y a pour lui l'antériorité. Je pense qu'en termes de plaisir de jeu, ils se valent à peu près de mon côté. Je sais pas, les deux sont vraiment bien, mais je vais pas voter parce que là il y en a beaucoup que je sais pas jouer. Et le meilleur jeu de forêt. Donc encore une fois, moi je veux bien, si vous avez l'explication dans les commentaires, dites-moi pourquoi le jeu de forêt et pas le jeu de désert ou de... J'en sais rien. Celui-là il paraît qu'il est... et si là je vais peut-être pouvoir voter parce que j'ai que Rainforest que j'ai pas joué, et honnêtement je pense qu'il est nul. Enfin, j'ai pas joué, mais tous les retours que j'ai eu de tout le monde c'était que c'était vraiment nul. C'est de, je crois, Johan Goupy. Vraiment tout ce que j'ai eu comme truc c'était... Ah, j'ai pas joué à Photosynthesis aussi qui a une plutôt bonne réputation, mais Forêt Mix j'en ai déjà parlé, Biomos également, Earth aussi, alors ça c'est le jeu de Théo Rivière là, qui avait fait l'année dernière pour le Black Friday, qui est vraiment très quelconque comme Roll and Write, pas très intéressant en termes d'effets et de zone. Je le dis à chaque fois que je le dis, l'initiative est cool et c'est pas ce que j'attendais de ce jeu là, que ce soit un très bon jeu. Ça reste un jeu très, très médiocre, voire vraiment pas très intéressant, il y en a tellement plein de mieux, très joli hein, au niveau de l'illustration, mais bon, voilà. Applejack, j'ai pas aimé, je vous en ai aussi parlé cette année, de Applejack sur Rosenberg, qui reprend un peu du scoring à la patchwork, et puis de la pose de tuiles pour faire des connexions, c'est un peu naze. Evergreen, est sûrement... Alors Tucano, c'était une bonne surprise, Théo Rivière aussi chez Helvétique. Ouais, c'était agréable, ça j'aime bien. Tucano, c'est un petit jeu c'est ce que je disais un peu quand je râlais sur Trick et Tac, qui vraiment est une pure repompe de Coloretto sur plein de points. Et Tucano, on pourrait dire un peu pareil, sauf qu'en fait, il arrive à mettre plein de petits trucs qui font que le sentiment de jeu est pas le même et que c'est plus intéressant. Notamment son système de collection et tout. Evergreen, c'est pas un jeu inintéressant. Il a plein de petits trucs intéressants, notamment sur... alors moins sur... le choix d'action, machin truc, plus sur la manière de scorer et comment est-ce qu'en fait à chaque tour il y a une carte que tu prends pas et qui va... C'est un truc que j'aime bien en général, c'est que tu prends pas une des cartes et que ça va augmenter le scoring du reste. C'est un truc que j'aime bien en général dans les jeux, que en fait ce que tu ne prends pas va augmenter la valeur de la couleur en question et du coup bah, tu la prends pas mais ça fait un peu augmenter sa valeur et donc j'aime bien. Quoi ? Ah, merde. Ah merde, ah oui, c'est vrai, putain. Mais ils sont complètement... Moi, je voterai pas, alors allez vous faire foutre. Du coup, Spirits of the Forest, c'est un jeu pas inintéressant du tout. C'est en fait une refonte, je crois, de Richelieu, si je dis pas de bêtises. C'est un vieux jeu qui a été donc rethématisé. Donc j'aurais voté, je pense, pour ça. Sans trop hésiter. Entre ça et puis Tucano, je pense. Je crois que c'est Richelieu, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que j'aille voir. Tac, on va aller voir sur BGG ici. Spirits The Forest. Donc 2018, c'est de Michael Chart, voilà. Le mec de Coloretto. Et ça reprend Richelieu ou Cardinal Unkenich, le jeu de cartes. Coloretto, Zoloretto, voilà, Quarito, China, etc. Et c'est pas un jeu absolument nul. C'est pas un jeu qui m'a beaucoup marqué. J'en ai fait une partie il y a assez longtemps, mais j'aimais bien. Il y a un côté comme ça où on va progresser sur une ligne, on va pouvoir poser des trucs et tout. Je me rappelle plus exactement comment ça marche, mais il faudrait que j'y rejoue sur BGA parce que j'y avais joué, je crois, sur TTS. Donc j'aurais voté ça. Et maintenant, on va pas voter parce qu'effectivement, BGA sont les rois des cons, encore une fois. Enfin, il le prouvait avec cette catégorie complètement absurde. Mais les gars, ne forcez pas à voter si on... Enfin, je vais pas voter. Je pourrais voter Earth, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Je vais voter ça alors que j'ai pas joué parce que je pense que... Enfin, je veux dire, arrêtez un peu. Donc, pas de vote. Bah, du coup, ils auront aucun vote. C'est con, hein, de ma part. C'est bête, hein. Bah, voilà. Bande de nazes. Je comprends pas. Je comprends pas la façon de fonctionner de ça. Mais bon, soit. Donc voilà, vous pouvez aller voter, et puis sinon, juste par curiosité. Voilà. Passons à la news suivante. Donc, Régicide,
très bon jeu, va y avoir un Regicide Legacy. Alors là, je suis hyper chaud, donc de Badgers from Mars, qui est l'éditeur, je crois, australien ou néo-zélandais, je sais plus d'où ils viennent. Ils viennent d'où ces zigotos? Contact, fais voir. Ah, ça c'est que comme ça. Depuis 2020, salut 4. Alors là, il y a... vous voyez ce qu'il y a là quand on clique sur Regicide Legacy? Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à régler le problème. Donc d'où ils viennent? Badgers from Mars. On sait pas trop. Donc ouais, ça il faut qu'il règle ce petit problème là, parce que là pour l'instant ça nous met une petite erreur. Et donc, moi j'aime beaucoup Regicide comme jeu coop ou comme jeu solo. Ça sera sur Kickstarter, j'aime beaucoup la DA de Regicide également. Vous pouvez jouer évidemment avec un paquet de cartes classiques. Mais il va y avoir donc une version Legacy, et donc je suis très très curieux en fait de voir ce que ça va être. Il y avait ce truc là, mais bon voilà, pour l'instant on peut plus. Oups, je viens de fermer ça, je vais aller le rechercher, hop, Regicide Legacy, c'était où? Là, tac, tac. Je suis curieux ouais, de voir comment est-ce qu'ils vont l'adapter en fait le système de Regicide au Legacy. Donc il y a une news sur Dicebreaker. Je pense qu'ils vont garder les mêmes illustrateurs ou illustratrices parce que ça faisait partie des trucs bien. Nouvelle-Zélande, c'est ça. Donc évidemment ça va garder ça, continuer d'utiliser un jeu de cartes, etc. pour s'opposer à la monarchie, ce qui est toujours un thème plutôt cool. Avec des pouvoirs différents selon les couleurs des cartes, etc. etc. Donc là, une espèce de roguelite ou roguelike là-dedans. Voilà. Après, vous savez que Dicebreaker fait des news sur pas grand-chose. Mais voilà, il y a des stickers, voilà. Plein de petits trucs de Legacy. Je pense que ça va être un Legacy surdimensionné avec 26 milliards de trucs, juste un peu changer la façon de approcher un peu le jeu. C'est toujours Sketch Goblin effectivement du côté des illustrations, voilà. Et bah voilà, gardez un œil dessus. Moi je sais que ça me chauffe pas mal, je trouve ça, enfin j'aime beaucoup Regicide. Si vous avez jamais joué à Regicide, allez-y. Et donc voilà, curieux de comment est-ce qu'ils vont faire ça. Ensuite, Vote for Women, bon, il y a une nouvelle édition aussi sur Kickstarter aussi. C'est ce jeu, je vous en ai parlé parce qu'il est arrivé récemment sur Rally the Troops. C'est un jeu que j'aimerais bien faire à l'occasion en stream aussi, parce qu'il y a un mode solo. Faudrait juste que je vois comment ils jouent en solo. Mais jeux card driven, etc. sur bah, l'amendement qui a permis le vote des femmes avec d'un côté des associations, etc. Ça peut jouer jusqu'à 3 je crois, ou 4, je sais plus. Jusqu'à 4. Mais bon, c'est ce qu'ils disent, que c'est le mieux c'est à 2 parce que t'affrontes donc c'est de Tori Brown chez Fourth Circle Games, et donc il y a une personne qui est comment ils les appellent, l'opposition, qui sont un peu les réacs, et de l'autre, comment ils les appellent, les suffragistes, les suffragettes, etc., et ceux qui veulent faire voter. Donc voilà, jeu vraiment d'affrontement à base de cartes et à base de contrôle de territoire, où il y a plusieurs moyens pour le mouvement de perdre. Le mouvement pour gagner sont obligés en fait d'arriver à déjà faire arriver la loi au Congrès avant de faire en sorte qu'elle soit votée à plusieurs endroits. Donc à suffisamment d'endroits, alors que l'opposition, pour eux, c'est un peu plus simple, entre guillemets. Ils ont, en gros, soit ils arrivent à faire en sorte que la loi n'arrive jamais au Parlement, soit ils arrivent à faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'États qui votent contre. Et donc thème fort, système de jeu que moi j'aime plutôt. J'avais fait une partie comme ça pour le fun un peu sur Rally the Troops, mais vraiment où je jouais les deux personnes juste pour voir un peu le système mécanique. Et donc il y a une nouvelle édition et tout, ça a été plutôt acclamé hein, comme jeu, il y a notamment eu pas mal de récompenses et tout. Et donc il y a ce Kickstarter, parce que qui est une nouvelle édition qui est plus ou moins la même, hein, sauf que je crois ils ont juste modifié un truc par rapport aux abréviations des États, parce que même les Américains avaient du mal à tout comprendre. Et donc, faut savoir que, comme tout Kickstarter, hein,
il y a plein de pubs partout, et des sponsors, des influenceurs ou influenceuses, etc. Et des pubs Facebook. Bah oui, parce que les réseaux sociaux qui vont te cibler, c'est quand même un bon moyen de ramener des gens sur ton Kickstarter. Mais voilà, Facebook a jugé que, quand même, n'allons pas trop loin s'il vous plaît, c'est un sensitive social issue, donc c'est un peu touchy de parler du vote des femmes et de l'opposition à l'État pour arriver au vote des femmes au début du XXe siècle, vous comprenez. Et donc il y a eu des pubs qui ont été censurées, hop, ça dégage, parce que ça risque vraiment trop de mener à des... Ouais, on peut espérer un effet stressant, un peu comme il y avait pour Antifa. Je suis pas sûr malheureusement. Et du coup, voilà, tac. Donc ils ont soumis des pubs depuis le début de l'année, et ça a été rejeté. Voilà. Rejected. Voilà. Et qui dit que voilà, sensitive social issues, que parce que ça pourrait influencer sur comment les gens votent, sur les élections, etc. Les requests, donc les demandes en fait de mais pourquoi vous faites ça, ça a été rejeté aussi. Voilà, et donc, alors ce qu'il dit derrière, donc ça c'est l'autrice, c'est ça devrait marcher, sachant que c'est un reprint quand même. Alors ce discours-là, je suis pas un grand fan parce que c'est vraiment les discours Kickstarter habituels. Ça devrait être un succès modeste. On devrait finir à 120 000. Sachant que, mais comme on le sait, regardez, c'est là. Combien a été demandé? Voilà. Ok. Donc il y a peut-être eu un effet stressant quand même. Il reste 8 jours, si jamais ça vous intéresse. Succès modeste. Des amigos. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Alors je sais que c'est pas ça qu'ils visent. Mais faut arrêter un peu le bullshit. Enfin, j'ai toujours un problème, en fait, c'est d'autant plus problématique que c'est autour d'un sujet fort, etc., que tu pourrais te dire qu'ils sont un peu engagés. Et c'est le même discours marketing bullshit à la con qui dit que, après derrière, dire oui, mais Facebook, ça aurait pu nous rapporter un peu plus, etc., et du coup, ça nous manque, alors que succès modeste, alors qu'on demandait 5000 balles, 4500, et on va être que à 120 000. Bon, ça m'énerve. Ah, évidemment, je suis très en colère, je suis pas surpris, mais c'est abusé que Facebook fasse ça, etc. Le discours est lui aussi complètement dégueulasse aussi, de ce point de vue-là, vis-à-vis du respect du joueur, de la joueuse qui, enfin, à ce moment-là, mettez 120 000, quoi. Arrêtez vos conneries, quoi. Je sais que c'est pas comme ça que ça marche, etc. Et à ce moment-là, arrêtez de passer par Kickstarter, trouvez d'autres solutions. Soyez en cohérence un peu avec un sujet aussi fort, etc., plutôt que de faire des petites mécaniques de manipulation des foules qui sont un peu dégueulasses. Donc voilà, faut savoir que Tori Brown, quand même, c'est quelqu'un qui est militante, qui a travaillé pour des causes progressives. Voilà. Et donc, voilà, de ce point de vue-là. Donc il y avait aussi un article sur Dicebreaker, également. Voilà. Et si vous voulez y jouer, c'est aussi sur Rally the Troops. Ce qui est plutôt cool, ça. Mais arrêtez ce genre de discours de dire ça va être un succès modeste, vous demandiez 5000. Donc c'est combien de fois 5000 pour arriver à 130 000 ou même à 120 000 À côté de ça, donc, il y a de la part de l'autrice, un journal d'autrice, du coup, pour Votes for Women, qui... Alors, c'est ce que disait, je crois, Shobu sur le Discord de Proxygen, on en discutait, et c'est vrai que c'est souvent, en fait, ces trucs-là, comme par hasard, ça arrive en même temps que le Kickstarter, parce que c'est mis en avant sur BGG. On pourrait questionner BGG du fait de mettre en avant comme ça des trucs qui... Moi, j'adore les journaux d'auteurs-autrices. En termes de apprendre la conception du jeu, comment le game design a été créé, par quoi il est passé, etc. C'est cool. Pourquoi le faire à ce moment-là? Enfin, moi je sais pourquoi, parce que ça va mettre en avant sur BGG, donc ça va ramener du monde potentiellement sur Kickstarter. D'ailleurs, c'est dit directement dans le premier paragraphe. Mais en fait, ça donne l'impression que si tu fais ce genre d'article, c'est juste pour récolter des gens sur ton caisse. Alors qu'en fait, c'est des articles intéressants indépendamment de ça, et du coup, on pourrait questionner le fait que BGG mette en avant. Alors, BGG est sponsor par Asmodée pour ses Game Night avec Game Genie.
Ah, voilà, c'est pas exactement le média le plus neutre qui soit, hein. Il y a plein de gens chez BGG qui bossent pour des éditeurs d'ici ou là. Donc bon, voilà, hein, ils sont pas là pour questionner un peu ce genre de pratique. Mais bon, effectivement, bon alors c'est cool que ça soit là, hein, pour apprendre des trucs et tout, hein, en plus c'est quand même du travail entre guillemets, c'est quand même assez, enfin c'est assez complet, il y a plein de petits trucs intéressants, mais ça m'embête toujours que effectivement ça arrive exactement là au moment où tu as l'impression que c'est une gigantesque pub plus que ce que ça pourrait être, c'est-à-dire un élément intéressant d'analyse pour comprendre le game design et comment le jeu a été développé. Ça ne l'empêche pas d'être ça, mais c'est un peu masqué par ça. Donc voilà, mais si vous êtes curieux, il y a plein de petits trucs intéressants. Et comme dit, c'est sur Rally the Troops. Ensuite, j'en ai parlé la semaine dernière, je pensais que c'était une blague, moi, Wyrmspan, vous savez, le wingspan des dragons. Et non, ce n'était pas une blague, c'était la vérité. C'est effectivement, ça va arriver. Sachant que c'est vraiment le truc qui s'est placé tout de suite en haut de la hotlist de BGG et tout. Donc c'est évidemment le truc qui est très très attendu, puisque Wingspan, c'est un néo-classique pour le coup. Voilà, celui-là, tu vois, le voir en jeu classique, ça m'aurait moins choqué qu'un Challengers par exemple. Quand bien même je préfère 1000 fois Challengers à Wingspan, hein. Là n'est pas la question. Donc, Connie Vogelman, donc, qui est l'autrice qui a aussi créé Apiary, Board Game Wire, donc je vous encourage toujours à aller voir, hein, c'est toujours, je parle de Dicebreaker souvent, qui est un peu à faire des news sur tout et n'importe quoi pour avoir du clic. Board Game Wire a un peu plus de curation de ce point de vue-là. Et donc là, il a réussi à discuter avec Connie Vogelman de comment est-ce que ça s'est fait, etc. Donc déjà, l'idée vient de Jamie Stegmaier. Voilà. Ils avaient bossé sur ça, et ils se sont dit, tu voudrais pas faire un Wingspan sur les dragons? Avec bien sûr la bénédiction d'Elizabeth Hargrave. Voilà. Et donc c'est d'abord le truc du dragon, alors c'est pas elle qui a eu cette idée, c'est Jamie Stegmaier, hein, donc bon, quel point est-ce que c'est son jeu, etc. Et bon, bah voilà, ils discutent de comment est-ce qu'on va prendre les éléments mécaniques, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va garder. J'imagine que Elizabeth Hargrave a été consultée, a travaillé un peu autour du jeu aussi, puisque ça reprend vraiment ça. Donc là, voilà. Sachant qu'elle l'a rencontré avant, blablabla, on s'en fout un peu. Apiary qui a la playtest aussi, parce que bah voilà. Et donc, c'est là où c'est intéressant de dire, Elisabeth, elle a testé Wyrmspan, et elle a fait partie du développement de manière assez proche, quoi. Voilà. Donc voilà, plein de petites questions. Bon, c'est pas l'interview la plus intéressante ou quoi, ou la plus critique, hein, il n'y a pas de questions, notamment sur le fait que ça vient d'une demande masculine et que je sais pas pourquoi il lui a demandé à elle, hein, parce qu'ils ont travaillé sur Apiary. Mais si je voulais être un peu complotiste, je dirais que Wingspan s'est aussi construit au travers de l'importance de Elizabeth Hargrave en tant qu'autrice et du discours qu'elle a porté sur l'importance d'autrice, et que Wyrmspan, qui est la suite de Wingspan, peut-être que ça fait bien aussi que ce soit développé uniquement par une femme, en tout cas que ce soit juste son nom qui apparaît sur la boîte, je sais pas. Et ça, évidemment, la question n'est pas posée, et de toute façon, la réponse serait peut-être honnête, je ne sais pas, mais bon. Donc voilà, vous pourrez quand même en apprendre plus si Wyrmspan est le jeu qui vous hype le plus dans l'année, hein. Moi c'est pas le cas, hein, je vous l'ai dit, mais bon, je reste curieux parce que je trouve Wingspan plutôt sympa. Bon, comme dit au début, je pensais que c'était un poisson d'avril, mais non. Et on va continuer à parler de Wingspan avec l'avant-dernière news, c'est que il y a quelques stats sur BGG, notamment en fait les nouvelles possessions de jeux, et donc c'est intéressant, alors parce que Wingspan, c'est le jeu qui a eu le plus de nouvelles personnes qui l'acquièrent en 2023. C'est dire quand même, hein, enfin, voilà, on parlait de Wyrmspan à l'instant, et voir à quel point le jeu est important aujourd'hui, entre guillemets, auprès des gens qui commencent à jouer ou qui continuent un peu le jeu. Et depuis 2019, donc enfin c'est intéressant. Vous savez, on parle souvent de GTA ou de Skyrim, où c'est toujours dans les top 10, GTA 5 des ventes de l'année, alors que c'est un jeu qui a 10 ans. Et bah il y a un petit peu de ça avec Wingspan. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a que Earth
qui est dans les top 10 des jeux nouvellement acquis. Donc c'est intéressant aussi en lien avec l'évolution sur le top BGG, donc qui n'est pas le top des personnes qui ont acheté, parce que c'est les gens qui mettent des notes, mais où c'est très régulier qu'il y ait des jeux de l'année ou de l'année d'avant qui arrivent dans le top 100. Et ben là, alors top 10 peut-être pas, il y a peut-être que Ark Nova qui est monté aussi vite que ça et est arrivé dans le top 10 en un an. Il n'y en a pas tant que ça sinon. Mais du fait que les nouvelles personnes qui acquièrent des jeux, bah finalement, les jeux récents, c'est pas ceux-là qui sont achetés en priorité a priori, quoi. Pour plein de raisons différentes et variées. Et donc voilà, il y a plein de petites... donc voilà, en plus, il y a... Voilà. Voilà. 25 000 personnes qui ont rajouté Wingspan dans leur collection de 2023. Pareil pour Cascadia, qui est le deuxième. Et donc... Voilà, il y a quelques chiffres là, 280 000 copies en 2022. Bon, voilà. Tac, et Ark Nova qui continue aussi avec 21 000 personnes, et Hit, et donc c'est Earth qui est avec 17 400. Un tout petit peu plus que Catan. Voilà. Et celui-là, le deuxième de 2023, c'est le deck building Star Wars, que moi j'aime bien, qui est 11 000 personnes et 24e place, donc c'est pas beaucoup. Salut Julien, à plus, merci pour d'être passé, passez une bonne après-midi. Donc voilà. Et Hegemony, qui est dans le top 50, en très gros jeu, et Expédition à la suite 2. Mais donc voilà, il y a pas mal de petits trucs là-dessus. Et sur les expansions, il y a Route. Donc c'est quelques petits chiffres comme ça que je trouvais rigolo. Et sinon, la dernière news, c'était ce matin qu'ont été annoncées les récompenses, les lauréats du prix Lizzie Maggie de 2024. Donc le prix de Lizzie Maggie, c'est pas aussi connu que l'As d'Or ou que le Spiel, hein, mais c'est un prix intéressant et qui mérite d'être suivi. C'est, bon voilà, je vais vous paraphraser, mais en gros c'est, le jeu de société est une œuvre culturelle, et c'est un objet culturel, ça peut se représenter de plein de manières, par les thématiques abordées dans le jeu, par la communication, par la production, par les personnes qui le font, les personnes qui sont mises en avant. Ça peut aussi être par l'écriture de la règle, par l'inclusivité dont il fait preuve, par également, je sais pas, la mise en avant de certains publics pour certains médias, ou de certaines thématiques. Donc voilà, en gros. Et donc c'est depuis 2021 que ça existe. Alors c'est un truc qui est fait par Rennes en Jeu, c'est le festival qui le porte, et c'est un jury de personnes qui font partie du milieu ludique. Et c'est un truc assez indépendant. Alors, les gens qui font partie du jury forcément connaissent des personnes, mais ce sera remis à Rennes en Jeu début février, donc voilà, vous pourrez aller voir ça. Et c'est le jury aussi qui évolue petit à petit. Et donc pourquoi Lizzie Maggie? Parce que c'est en honneur à Elizabeth Maggie Phillips, donc celle qui avait fait le Monopoly avant d'en être privée, entre guillemets, avant que ce soit réutilisé pour le bien du capitalisme. Là où c'était tout... Bon, renseignez-vous, hein, il y a plein de vidéos là-dessus si vous connaissez pas l'histoire du Monopoly. Et donc cette année, ces deux jeux qui ont été récompensés, le jury vous l'avez ici, donc voilà, et qui est un jury presque paritaire. Presque. Donc Atiwa, je vous en ai parlé plusieurs fois, je trouve que c'est un très bon jeu, c'est assez classique en termes de game design pour Rosenberg, c'est vraiment dans la lignée de ces jeux de pose d'ouvriers. Mais je trouve que c'est un jeu qui brille effectivement par son thème, qui est très bien retranscrit, où en plus j'ai l'impression qu'il y a certains trucs qui sont rajoutés qui ne sont pas nécessaires au game design, mais pour le bien du thème et pour le bien du propos. Et je trouve que ouais, il y a plein de trucs qui en plus étaient accompagnés d'un petit livret, alors ça c'est classique, hein, d'un petit livret de sensibilisation, mais Rosenberg a aussi écrit tout un livre, uniquement en allemand. Le jury n'a pas pu l'étudier, c'est ce qu'ils disent. Mais il y a tout un travail, et j'ai l'impression que pour le coup, ouais, Rosenberg... et en plus, c'est un jeu que moi j'aime bien en termes de rythme, en termes de complexité, et ouais, je trouvais vraiment le thème très fort, la manière dont il est utilisé, dont ça porte un propos vis-à-vis de ce petit territoire qu'est l'Atiwa. Et notamment des chauves-souris frugivores. Donc ouais, et Kaori, alors j'ai pas joué, je vous en ai parlé sur la chaîne, alors... Honnêtement, le jury, je lui fais confiance là-dessus, hein. C'est des gens que je respecte et tout. Moi, je sais que, si vous vous rappelez, j'avais posé la question sur la consultation de
de personnes concernées pour Kaori, parce que notamment ça parle effectivement de la colonisation de la Nouvelle-Zélande, ce qui est un thème fort, et notamment la manière dont mécaniquement et de manière... J'ai pas joué à Kaori, je crois que c'est toi Aurélien, je sais pas si t'es encore dans le coin, mais qui avait beaucoup aimé, et qui l'aime bien de plus en plus, qui a fait plusieurs parties si je dis pas de bêtises. Un jeu asymétrique, pas aussi complexe qu'un Root ou quoi, mais où chaque faction a vraiment son game design propre et qui crée une espèce d'écosystème où les influences d'un peuple va avoir un objectif par rapport à un autre peuple, et où tout ça, ça va faire une espèce de cercle, de boucle, où voilà, les Anglais, c'est on va couper des arbres, les je sais plus ce qu'il y a les dodos, et puis il y a les... C'est qui les autres? Il y a les dodos, c'est les paresseux ou un truc comme ça? Non, c'est pas des paresseux, les paresseux ils foutent rien. C'était qui les différentes factions? Il y a, je sais, les Maoris, et c'est ça qui moi me posait question. Kiwi et les possums, merci. Et du coup, il y a notamment aussi, et ça c'est vrai que moi je n'y avais pas pensé, mais au même niveau les factions humaines et non humaines, ça c'est assez intéressant aussi. La seule question que moi j'avais, effectivement, c'est que dans sa description, alors je sais pas comment ça se ressent au niveau du jeu, mais les Maoris, la présentation, ça en fait un peu des... Ok, peace, faisons de la spiritualité, pour marquer des points. Et pas du tout, boutons les Anglais hors de la Nouvelle-Zélande, et notamment les souffrances, entre guillemets, qu'ont pu subir aussi les Maoris là-dessus. Et j'ai eu le sentiment... Enfin, la présentation extérieure comme ça, au niveau de la communication, ça donnait un peu l'impression de Maori qui était un peu peace and love, etc. Et c'était un questionnement que j'avais, auquel j'ai pas de réponse, hein. Pour le coup, il faudra en discuter avec l'auteur. Mais où le ressenti des populations exterminées et colonisées, c'est pas exactement amusons-nous à faire des temples, quoi, je pense. En tout cas, pas que, quoi. Donc le fait... Alors je comprends d'un point de vue de game design que ça propose peut-être une autre façon de marquer des points et tout. C'était une question que j'avais en tout cas, mais donc si le jury en tout cas a trouvé que c'était bien intégré, c'est plutôt cool. Je suis curieux d'y jouer toujours. Je sais que je crois que c'est Paul Gara qui a moins accroché que ce qu'elle pensait, en tout cas que certaines personnes. Salut Mr. Anzai. Donc voilà pour ce qui est des récompenses. Et donc, bah c'est ce qu'ils disent là, hein. C'est ce qu'ils redisent, ce qu'il y avait déjà sur le site. Voilà pour les news. On finit quand même la partie actu avec, comme d'habitude, les arrivées sur BGA. Il y a eu récemment, je crois qu'on en était à Volto, qui est un jeu abstrait que je ne connais pas. Ça s'appuie, donc Aurélien qui a joué au jeu, le jeu laisse l'option aux joueurs maoris de signer une alliance avec les Anglais. Ça s'appuie sur un contexte historique. Mais ça s'interdit pas effectivement de réécrire l'histoire. Sauf que, ouais, la question c'est que ça réécrit toujours l'histoire dans un même sens, c'est-à-dire que, ouais, les Maoris, ben, ça va être un peuple qui va aller vers la spiritualité, etc. Bon. À discuter avec l'auteur en tout cas, qui sait peut-être que Proxy Jeux les recevra à Cannes, je sais pas. Moi j'y serai pas, donc je sais quoi, je dis, ouais, peut-être que Proxy Jeux fera ça, moi j'y suis pas, donc je les laisse bosser. Donc, je crois qu'on en était à ce jeu abstrait que je ne connais pas. Il y a eu ça qui est arrivé où j'avais, je crois, fait un début de partie, mais ça m'a pas l'air d'être du tout pour moi, le Clan des Loups, jeu de contrôle de territoire et tout, qui est pas du tout mon style de jeu, en tout cas pas aussi dépouillé et avec autant d'éléments connus. Ça, jeu de hasard originaire de France, traditionnel en Italie, que je ne connais pas. Coucou, voilà. Ou Chuko peut-être, je sais pas comment on le dit. Si des gens passent par là, dites-moi. Captain Flip, je vous en ai déjà parlé, il sera dans ma vidéo de décembre, dans le bien placé, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous en ai montré une partie il y a quelques semaines. C'est Julien qui, je crois, jouait avec moi en live. J'en ai des dizaines de parties sur BGA. Je trouve que c'est un parfait équilibre au niveau du choix et des enjeux, etc. Et Ancient Knowledge, je vous en ai parlé pour le coup le mois dernier, et une bonne surprise pour moi, parce que je pensais vraiment que ce serait très scolaire et tout, ça l'est un peu, mais il y a quand même des points forts dans le jeu qui font que c'est un jeu que j'aime bien et que j'aime pratiquer, notamment à deux. Paul Gara, on a beaucoup parlé dans le point de Paul Gara, où on a fait le bilan de 2023, parce qu'elle a vraiment beaucoup aimé. Moi pas à son niveau, mais je trouve que c'est quand même un jeu agréable. Côté bêta, on a eu pas mal de choses. Starship Merchants,
Je connais pas, c'est qui ça? Qui a fait ce truc? Ah, Thomas Lehman, donc il y a quand même le mec de Race, Force du Galaxy. Mais je ne connais pas. Gozu X, j'ai toujours pas joué. C'est un jeu d'affrontement à deux là qui se base un peu sur Gozu et tout. J'étais assez curieux de ça parce que voilà. Mais j'ai jamais eu l'occasion non plus de jouer à Gozu tout court. Donc voilà, Forever Home, je crois que je vous en ai parlé. C'est un jeu où le thème c'est les chiens sans abri qu'on essaye de reloger et tout. Le thème est cool. Un point de vue game design, c'est beaucoup plus classique et pas très intéressant. Le poker, voilà. Pourquoi pas. Jeu qui utilise des cartes de Hanafuda, je ne connais pas. Enfin, je connais le Hanafuda, mais le Hashihashi pas du tout. The Blatant Variant. Hence, j'ai trouvé ça vraiment très quelconque. Alors, Paul Garam, moi là aussi, je vous en parle dans la vidéo de décembre 2023 qui devrait être publiée demain. La couve, moi, m'envoyait un rêve de fou. Hein. Moi, je me dis, vas-y, Untitled Goose Game et tout, vas-y, les poules, c'est trop drôle. Et en fait, ouais, c'est vraiment nul. Et je me dis, non, mais j'y crois quand même. Hein. Moi, j'aime bien les poules, c'est rigolo. En fait, effectivement, c'est pas très intéressant. J'en ai fait plusieurs parties. Et voilà. Inverted Dice, ça, je connais pas. Unrest, ça, je vous en parlerai dans la vidéo de janvier, pour le coup. Oui, celle de décembre n'est pas encore sortie, que je prépare déjà celle de janvier. Jeu à deux. Pas foufou malheureusement, avec des enjeux assez vite identifiés, qui proposent pas vraiment beaucoup de sensations. Maracaibo, toujours un fister que j'ai pas joué mais dont je suis très curieux, qui fait partie des jeux beaucoup aimés par le Pionfesseur. Veil of Eternity, dont Aurélien ici présent est un grand fan. J'avoue que moi je suis plus réservé là-dessus, d'ailleurs au point que j'ai oublié d'en parler dans ma vidéo de décembre. J'en parlerai peut-être en janvier, j'attends quand même d'y rejouer un peu ici et là pour voir. J'en ai fait 5-6 parties. C'est pas mal, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal, mais voilà. Ça c'est un truc and ride tout nul, et je crois que le reste on avait déjà vu. Hein. Donc voilà pour ce qui est des sorties sur BGA. Et maintenant, chez Proxy Jeux, comme on n'a eu qu'une semaine, hein, comme c'est un vrai hebdo, il n'y a eu qu'une semaine, et il n'y a eu qu'un épisode, c'est un dossier sur l'immersion, qui dure 2h15, où avec Elodie, Cyrus et le Pionfesseur, on a parlé d'immersion de manière diverse et variée. Elodie et Cyrus ont parlé de leurs sentiments, de ce que c'est que l'immersion, et de pourquoi ça marche pas, de qu'est-ce qui va la provoquer pour eux, et notamment après on discute en équipe en fait de facteurs qui peuvent avoir un impact sur l'immersion pour certaines personnes, parce que c'est un sujet en fait très large qu'on a ouvert, et moi j'ai fait le montage et j'ai presque trouvé ça frustrant. Je me suis dit, ah putain, il y a trop de trucs qu'on n'a pas dit et tout, et c'est très intéressant en tout cas. Moi j'ai fait une critique, enfin pas une critique, une chronique pardon, sur la manière dont un des points en fait qui peuvent favoriser l'immersion pour moi ou pas, c'est le fait qu'on nomme les éléments de jeu et notamment aussi les personnes dans le jeu. Qui me venait du remarque de Père Castor régulière quand on joue ensemble. Donc à la fois parce qu'il y a David Thompson et Trevor Benjamin qui le font très bien, que ce soit dans Résistance ou dans Inflexible, et aussi la manière dont ça peut être exister dans les jeux en campagne, notamment les jeux Legacy. Et Pionfesseur parle de l'immersion à travers ce qu'il préfère comme genre de jeu, c'est-à-dire des jeux qui n'avait pas vraiment de nom à proprement parler comme genre, on appelait ça l'analyse frénétique ou l'analyse frénétix, analysis frénétix en opposition à analysis paralysis, qui sont en fait ces jeux en temps réel, mais qui sont quand même pas des jeux de rapidité, donc pas un Jungle Speed ou quoi, mais plutôt effectivement du Space Alert, du Times of Empire, ce genre de truc, où il y a quand même un côté un peu où il faut réfléchir à toute vitesse, mais où il se passe plein de trucs et on fait plein de mouvements en gros. Pour faire court, allez écoutez, ce sera plus clair. Donc voilà, 2h15, c'est pas le dossier le plus long qu'on ait fait, mais c'était intéressant et plein de trucs qui me sont revenus en tête. Donc voilà pour les actus, je vous propose qu'on passe maintenant aux parties de l'unique semaine passée. Donc, allons-y. On commence par Vegetable Stock, le jeu des légumes, jeu japonais de Zanger, qui est dans une boîte 2 fois trop grande parce que évidemment regardez, en fait c'est juste ça, le reste c'est juste ça qu'il y a dedans, le reste c'est une cale, voilà. Pourquoi je ne sais pas, mais soit. Très bon petit jeu de prise de marché, très minimaliste, hein, parce qu'il y a 6 tours.
À son tour, on prend une carte, à la fin on a 6 cartes et on marque les points de la valeur du marché, sachant qu'en fait, il y a une rivière de cartes où, je vous en ai déjà parlé, hein. Oui, vous voyez, j'en ai fait beaucoup de parties parce que ça se joue en à peu près 1 minute. Et ouais, enfin sur BGA, et en vrai ça dure 5 minutes sinon, ou 10 minutes. Parce qu'il y a à chaque fois une carte de plus que le nombre de joueurs ou joueuses sur la rivière, et la carte qui reste, ça fait augmenter les valeurs de ces légumes, sachant que si ça monte à fond, ça redescend tout en bas. Et voilà ça, parce qu'il est arrivé sur BGA. Alors, Exploding Kittens, grosse référence, hein. Plein de monde connaît et tout. 33 000 notes et tout, énorme vente. Mais tous les retours que j'avais, c'était que c'était nul. Écoutez, j'ai joué qu'à 2, peut-être que A+, c'est plus intéressant, mais sinon, c'est effectivement assez nul, on peut le dire. J'ai pas grand-chose à dire d'autre. Comme d'habitude, je vous passe un peu sur les jeux dont j'ai déjà parlé à de multiples reprises, hein. Can't Stop, Schnapson et tout. Mandala est arrivé en alpha, mais sur BGA. Mandala, ce jeu de Trevor Benjamin et Brett G. Gilbert. Ah mais oui, c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de nom dessus, c'est parce que c'est pas David Thompson. Rien à voir, mais parce que c'est Trevor Benjamin qui collabore souvent avec David Thompson. Très bon jeu. Mandala, moi j'aime beaucoup un jeu uniquement à 2, avec pas mal de tension, des trucs qui se passent et tout dans les choix, j'aime beaucoup, en tout cas j'en avais parlé dans ma vidéo je pense de mars. L'adaptation ça se prête très bien parce que c'est assez évident et tout, assez direct. Ensuite j'étais invité chez Jérém et Cécile, on a fait un petit 7 match où Jérém m'a encore battu. On a fait un Modi où j'ai fait un score pitoyable de 3 points. On a fait du trio qui est toujours le meilleur jeu de l'année. Je lui ai fait découvrir Cartagena, Jérém. On a joué à 2, alors c'est vraiment pas la meilleure des configs pour Cartagena. Ce jeu de Léo Colovini. Pourquoi ? Parce que il est possible que vendredi vous ayez un épisode de Proxy Jeux consacré au jeu. Très bon jeu que j'aime moi et que je continue de conseiller, qui explose la plupart des jeux dits grand public et qui vise une cible familiale des dernières années, et qui est noté comme ça parce que les gens qui notent sur BGG notent n'importe comment. Et ouais, alors c'est vraiment pas la meilleure config à 2, mais c'est toujours un système super élégant et super malin. Je lui ai fait découvrir Tricks, dont je vous avais déjà parlé, je crois, qui est ce petit jeu de cartes à cocher, qui est plutôt malin, de course aussi, où il faut être le premier ou la première à avoir coché toute sa grille, en défaussant des cartes et tout, et avec des petits combos où quand je finis une ligne, je peux recocher sur une ligne et tout. Tout con, mais ça marche bien. Paul Gara m'a fait découvrir celui-là, que j'étais curieux de découvrir en 2023. On va essayer de continuer sûrement sur les semaines à venir. Le jeu-livre, Adventure Book Game, là, le jeu-livre d'aventure du Seigneur des Anneaux. Alors, faut savoir que je vais regarder des vidéos de BGG dessus, et alors c'est un jeu coop assez classique, hein, où il s'agit de faire des petites missions dans l'ordre et tout, situé dans l'univers évidemment du Seigneur des Anneaux, qui va retracer un peu l'aventure. Nous on a fait le premier où c'est vraiment juste partir de la comté, rejoindre le poney fringant, et ensuite donc on récupère Aragorn là-bas, et ensuite aller au Mont Venteux. Ce qui est intéressant, c'est pas tant le système de jeu qui lui est assez classique, puisqu'on va jouer des cartes pour se déplacer, il va falloir qu'on ait des cartes avec certains symboles pour réussir les objectifs tout en s'étant placé à certains endroits, et en évitant certaines menaces. Ce qui est intéressant, c'est surtout, et je pourrais vous en parler peut-être plus une fois que j'aurai avancé, c'est la manière dont le système de jeu, en fait, qui reste un peu le même, il va y avoir des règles différentes selon les... Voilà, c'est celui-là le premier. Selon les missions, et j'avais l'impression, moi, que ça renouvelait assez bien d'une partie à l'autre en termes de level design et de sensation de jeu, en fait, que ça proposait des choix assez différents. Notamment, j'ai le souvenir de celui-ci, où vraiment j'ai l'impression que le feeling n'est pas le même et que ça retranscrit peut-être assez bien ces moments-là du jeu. Je vous en reparlerai, mais je trouve, enfin, le système est assez clean, quoi. C'est un coop assez classique, hein, on peut partager des infos et tout. Il joue d'ailleurs en solo, hein, je pense, hein, mais ouais, plutôt sympa pour une première partie. J'attends de voir la suite, mais je vous invite à le découvrir si vous aimez l'univers du truc. 50 missions. On a rejoué, je vous en avais parlé, je pense, c'est Paul Gara avec qui on y avait joué
chez elle, donc qui en anglais c'est Kahoot, en allemand c'est Tippy Toppy, en français c'est chez Oya et c'est 50 missions avec cette chouette édition. Très bon petit jeu coop. Alors nous on communique pas beaucoup quand on y joue, mais sinon ouais, toujours très très bien. Système de jeu extrêmement élégant. Alors évidemment, parfois il y a un peu d'injustice, un peu de chance, un peu de malchance. C'est pas facile de gagner pour l'instant, on n'a jamais dépassé le bronze, mais alors que j'en ai fait quand même quelques-unes. On fera une partie de ça tout à l'heure en une petite partie. Même si vous verrez que la règle n'est pas la même, en fait, je vous expliquerai pourquoi que quand on joue en solo à 50 missions, c'est un peu des règles différentes selon les versions, en fait, selon Kahoot ou Tippy Toppy et 50 missions. Donc voilà. Mais toujours très très sympa, très bon petit jeu coop, sachant qu'il y a une version 50 missions encore plus compliquée, où ça se complique, je sais plus quoi, qui est sorti plus tard. Captain Flip, je reviens pas dessus, hein. J'en ai fait beaucoup. Can't Stop. Kabanga, on continue d'y jouer régulièrement. Pareil, je reviens pas dessus, mais petit jeu très malin des fausses, et où très facile à jouer, très facile à faire découvrir, plein de petits moments sympas au niveau du flux de jeu, au niveau des petits choix qui sont... je sais pas si Simon du Passe-Temps le connaît ça, mais sinon il faut absolument qu'il découvre ça, parce que c'est vraiment dans la veine d'un skijo et d'un hula-hou en termes de sensations de jeu et de petits jeux de bar, tape-carton, avec un peu d'interaction, des petits moments sympas, on va dire Kabanga. Et alors nous on dit tous des mots différents, alors moi je retiens Kabanga, mais des fois c'est Kebiga, Kombawa, que sais-je. On a refait un peu de fun facts, qui est plus le jeu de l'été dernier pour moi, mais toujours sympathique. Vegetable Stock, on a continué, Kabanga aussi, et vraiment sympa à faire découvrir, notamment Kabanga. Take It Easy, je vous en ai déjà parlé. J'ai beaucoup joué cette semaine, notamment en solo. Je trouve vraiment celui-là, je vous le ferai peut-être découvrir. Donc celui-là, c'était aussi Simon recommande, un jeu classique de bingo qui est ressorti là, et Simon le recommandait parce que pour lui c'est un classique, c'est un vrai jeu classique celui-là des années 80. Voilà. Donc très très bon jeu. D'une élégance incroyable, avec des petits choix ici et là, évidemment là aussi le score, bah voilà, on fait ce qu'on peut, un duplicate et tout, mais très 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 bien. Voilà, on voit que j'en ai fait beaucoup de parties, il sera lui aussi bien placé dans mes parties de janvier, je pense. Imperial Miner, ça je l'ai enregistré, en fait j'ai rejoué sur Tabletop justement pour filmer la partie pour ma vidéo de décembre. C'est toujours aussi quelqu'un qui est aussi peu intéressant et aussi anecdotique, et où tu te demandes pourquoi c'est édité et traduit. C'est vraiment... je comprends pas. Il y a tellement de bons jeux qui sont pas traduits. Mais bon. Donc voilà, c'est assez rapide, hein, pas beaucoup de découvertes. Beaucoup de trucs en fait que j'ai rejoué. J'ai découvert le moindre truc ou pas cette semaine? Non, incroyable. Si, ça, c'était ma seule découverte de la semaine. C'est pas si fréquent, hein, les émissions où j'ai zéro découverte. Ah si, il y a eu ça aussi. Donc ouais, Exploding Kittens et Le Seigneur des Anneaux. Donc 2 découvertes, une a priori toute pourrie, je leur donnerai une chance à Exploding Kittens, hein, mais voilà. Et ça qui est plutôt encourageant à voir par la suite. Voilà pour ce qui est donc des parties de la semaine. Pas de jeux vidéo en particulier, passons tout de suite au hors-jeu. Et ouais, donc c'était évidemment une des parties de la semaine les plus courtes, hein, depuis le début de cet hebdo, je pense. Donc, des BD uniquement. Encore une fois, j'emprunte beaucoup à la médiathèque ces derniers temps, et donc je lis beaucoup. Donc, depuis la semaine dernière, Trondheim. En ce moment, j'ai 3 obsessions. Trondheim, depuis à peu près 5-6 ans, 7 ans, 10 ans, je sais pas. Depuis que j'ai découvert vraiment le travail de Trondheim, c'est mon obsession. Ici, c'est illustré par Hubert Chevillard, et c'est très bien. Après, je suis un grand fan de Trondheim, hein. C'est pas drôle parce que ça parle du deuil et de. En fait, c'est cette personne. En fait, j'ai pas trop envie de vous en parler. Elle vient en vacances, je crois que c'est en Bretagne, et il se passe un truc avec son compagnon, et elle choisit de rester. Voilà, tout le titre, je vais rester. Et c'est très joli. Et c'est très. C'est assez triste. Ça parle de pas mal de trucs qui sont pas faciles à vivre, et surtout la manière dont on réagit à certaines choses. Mais il y a aussi un côté un peu absurde et pas si réaliste. Voilà, donc ça c'est ce truc. Voilà. Je
vais pas trop en dire, je vous laisse découvrir, mais c'est comme très souvent chez Trondheim, très réussi. Je vais rester. Donc c'est chez Rue de Sèvres. C'est un one-shot, voilà. Je continue avec Les Filles de Salem, qui est aussi un one-shot donc de Thomas Gilbert. Je vous en avais parlé pour La Voix des Hommes. Je sais jamais dans quel ordre c'est. C'est La Voix des Hommes, Les âmes de je sais plus quoi. Salut Gaume, à plus. Passe une bonne fin de journée. La Voix des Bêtes, la fin des hommes, voilà. Donc j'avais plutôt apprécié. Donc je continue d'emprunter. Celui-là est pas mal non plus. Bon, visuellement c'est toujours plutôt cool. Et sinon ça parle évidemment de comment est-ce que des femmes créent des sororités, comment elles sont pourchassées par des communautés qui sont entre la superstition, une nouvelle religion, avec un révérend qui est complètement starbé comme pas mal de révérends de campagne et tout, il y a ce côté-là. Comment aussi ça parle d'amitié, d'amour, de rejet de l'autre, que ce soit au sein d'une même communauté ou des gens à l'extérieur de la communauté, avec ce style-là qu'on retrouve, qui est plutôt cool, je trouve, hein, dans l'ensemble, avec des thématiques. C'est pas des thématiques bien nouvelles, hein, quand même, hein, il faut bien le dire. Hein, on a déjà vu ça à pas mal d'endroits, et un peu de la même manière. C'était pas mal, ça m'a pas retourné, mais plutôt sympa. Little Tulip de Book et Sharin, donc Book c'est aussi celui qui a fait Bouncer. C'est très joli hein, ce qu'il y a dans ce truc-là. Alors j'ai pris la suite là, qui est là-bas, est-ce que j'arrive pas à lire là le titre. Écoutez, bon, c'est visuellement assez brillant, rien à dire là-dessus. Également ça joue aussi pas mal sur les temporalités, sur le présent et le passé pour raconter l'histoire de Little Tulip, le fameux, et comment est-ce que ça a un impact sur sa vie actuelle et tout, autour du tatouage et de la vie, comment est-ce qu'il est devenu tatoueur, etc. Notamment, c'était au Goulag, donc voilà. Visuellement, c'est très très bien. C'est assez classique après en termes là aussi de thématique, même de narration, de structure. Il y a juste par moments quelques trucs qui sont vraiment réussis, je trouve, sur le passage d'une période à l'autre à travers vraiment des espèces d'inserts, un peu comme si on faisait un zoom, des zooms. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ça, je pense que c'est ma découverte de la semaine, de Pascal Jousselin, donc c'est Imbattable. Justice et légumes frais, j'ai lu que le premier tome, j'ai hâte de lire le 2 et le 3 parce que j'ai trouvé ça incroyable. On n'est pas du tout sur du Trondheim ou quoi, on est vraiment sur des trucs plus humoristiques qui se passent en une planche ou en quelques planches. Et donc c'est lui le seul vrai super-héros de bande dessinée. Et tu lis la première planche et tu dis waouh, c'est trop fort. Est-ce qu'on voit la première planche? En fait ça joue avec le média de la bande dessinée, voilà. Est-ce que j'arrive à vous le zoomer? Pas des masses. Alors, réinitialiser. Tac. Donc, c'est imbattable. Il est imbattable parce qu'il connaît comment ça se passe la bande dessinée, le découpage en cases. Et donc, il arrive à jouer avec ça et avec ces codes-là pour être le seul et l'unique héros de bande dessinée parce que il fait de la bande dessinée. Donc là, on voit par exemple, il est en train de faire ça et puis il voit qu'il se passe ça. Donc, il saute de sa case de bande dessinée ici. Et puis ensuite, lui, il le menace, mais du coup, là, plus tard, il a réussi à le reprendre, donc il peut tirer ici pour le désarmer, mais c'est le fait qu'il l'ait désarmé qui fait qu'il puisse faire ça, et ensuite, il en profite aussi pour en détruire l'arme pour qu'elle fasse plus de dégâts. Et il y a beaucoup de trucs comme ça, alors, t'es là et tu te dis, waouh, il est trop fort, quoi. C'est trop malin, quoi. Et je trouve ça génial, enfin, comment ça te force à regarder à plein d'endroits et à jouer sur la chronologie et les codes de la bande dessinée. Et plus tard, il y a aussi, voilà, celui-là, typiquement, voilà, il regarde le minou, pouf, il le prend, là, lui, il doit être choqué parce qu'il se voit en lui-même, du coup, il l'a récupéré sur la case d'en dessous, enfin, c'est incroyable. Et plus tard, en fait, il y a d'autres personnages qui arrivent là-dedans et qui vont avoir d'autres trucs sur des questions de perspective et tout. Faut pas trop en dire parce qu'il y a un côté aussi un peu spoil et des idées de génie. Je sais pas s'il arrivera à se renouveler sur plusieurs tomes. Il y a 3 tomes pour l'instant. Mais j'avoue que ouais, j'étais là et tu dis, il est trop fort. Incroyable, la manière d'utiliser en fait le média, je trouve ça très brillant. Donc vraiment une des très bonnes découvertes, salut Mops, de cette semaine. Le bleu est une couleur chaude, donc un classique, hein, puisque c'est la bouquin qui a l'œuvre qui a Jules Marot qui a influencé Keshish pour La vie d'Adèle.
Et donc c'est un one-shot où vraiment en fait tu te rends compte quand tu le lis que Keshish il a repris quasiment plan par plan certains trucs qui marchent très bien en BD, qui marchaient très bien dans le film de Keshish, hein, notamment la rencontre sur le passage piéton. Sauf que c'est pas Adèle mais c'est Clémentine, ce qui change un peu certaines choses. Et aussi, il y a une grosse différence quand même, assez majeure. Je vais pas trop en dire, mais qui le différencie beaucoup du film, et qui... Alors peut-être, il y a moyen de dire que peut-être, je crois que j'ai lu certaines personnes qui trouvent ça un peu larmoyant et un peu tire-larme, qui joue un peu beaucoup sur le pathos. Je peux le comprendre, reste que moi j'ai trouvé ça vraiment touchant et sensible et tout, à plein d'endroits et de plein de manières, sur la relation entre les deux personnages, sur les épreuves qu'elle traverse, etc. Donc ouais, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant la manière dont ça prend un autre parti que le film. Enfin, le film a pris un autre parti que le bouquin, notamment sur ce côté-là qui lui est peut-être un peu reproché. Je trouvais qu'en termes de narration et de façon de plonger dans le récit, ça changeait quand même un peu les choses. Le fils de Pan, alors ça c'est super beau. C'est assez particulier, pareil, ça parle de plein de petits trucs un peu absurdes et qui sortent un peu des fois du récit, où tu es là et tu te dis c'est un peu vain. Par contre, ouais, visuellement c'est ouf, c'est très très beau, il y a plein des planches super belles, mais bon, voilà, je veux pas trop... C'est un one shot aussi, hein. Vous vous rendrez compte que je lis beaucoup de one shots. Ça parle évidemment de ce côté-là, cette personne dont le père a disparu et qui vient là pour reprendre une entreprise qui doit être vraiment dans la rentabilité et tout, et comment ça se confronte en fait à certains mondes de l'imaginaire, avec notamment un satire qui venait de Dionysos, et de qu'est-ce que c'est les vraies valeurs entre guillemets, et pourquoi est-ce que elle est en train de s'opposer comme ça à la vie par ce côté très contrôle et très maîtrise de tout. Donc ça parle évidemment de elle, comment est-ce qu'elle arrive à découvrir tout cet aspect-là, qui est un peu un aspect aussi qui relève de l'imaginaire, hein, puisque ça fait appel à tout plein de cosmogonie et tout, et plein d'imaginaire, de trucs où on pourrait se dire c'est complètement en dehors du réel, et d'ailleurs la personne, Zoé, elle pense qu'elle rêve, et elle se dit bon bah je vais me réveiller, mais visuellement il y a vraiment des trucs très belles, des très jolies choses, notamment d'un point de vue des couleurs, je trouve ça assez brillant, du découpage et tout, il y a plein de très bonnes idées visuelles. Ça c'est trop beau quoi. Après ouais, je vous avoue que j'ai pas, d'un point de vue des caractérisations de personnages et tout, ça m'a pas plus convaincu que ça, mais à découvrir si vous avez l'occasion quand même. J'ai enfin lu le tome 11 de Saga que j'avais depuis quelques temps, qui est donc le dernier sorti. Saga qui est moi une des séries que je suis depuis qu'elle est sortie là, l'année, enfin il y a une dizaine d'années maintenant, qui est donc de Bryaquet et Vaughan, dont je vous ai déjà parlé, qui est un peu inégal pour moi, c'est pas le mec dont je trouve le plus brillant, ça dépend en fait de ses récits. Je transforme juste un truc, hop. Voilà, appliqué, très bien. Mais Saga, j'adorais moi les débuts sur le côté un peu shakespearien d'amour impossible, sur fond de space opéra, avec plein de personnages assez cool et tout. Je trouve que les derniers tomes sont un peu en dessous quand même. Alors visuellement, Staples, elle défonce toujours, hein, ça aucun doute là-dessus. C'est des personnages très marqués, aussi au niveau des décors, c'est très joli. C'est plein d'identités, enfin c'est vraiment l'identité de Saga quoi, voilà, avec plein de personnages très réussis, mais je trouve que ça s'essouffle un poil en termes de récit et de enjeux des personnages et de leur évolution. Il y a eu des trucs intéressants dans les derniers tomes, il y a toujours des trucs intéressants, mais je vous avoue que là je commence un peu à m'en lasser de Saga, alors que ouais, je pense que ça tire trop en longueur, et à moins qu'il y ait un rebond à un moment ou à un autre, je pense que ça aurait peut-être dû s'arrêter à un moment ou quoi, et il y a un peu le côté où ça tire sur la ficelle, je trouve. Inyo Asano, c'est ma deuxième obsession. Il y a Trondheim, Asano et Frédéric Peters, dont je vous ai parlé il y a peu. C'est mes trois auteurs de BD du moment. Auteur, illustrateur ou quoi. Asano, donc on est dans le manga, c'est le mec qui a fait Bonne Nuit Poun Poun, qui a été une grande claque l'année dernière pour moi, qui a fait Solanin, qui a fait plein de trucs.
Je vous avais parlé du quartier de la lumière il y a peu, et donc avec la fin du monde avant le lever du jour, on est aussi sur un recueil. Et c'est pareil, tout, alors comme l'autre recueil du quartier de la lumière, tout n'est pas au même niveau, mais il y a un truc qui reste, c'est la sensibilité d'Asano, sa façon de dépeindre le désespoir, et même si c'est pas le plus sombre hein, de Asano, du tout, mais c'est à chaque fois des histoires de vie, du slice of life qui est pas très joyeux, sur le rejet, les amours impossibles, etc. Et c'est ultra touchant, et au niveau des visuels, c'est absolument fou ce qu'il arrive à faire au niveau des paysages. C'est ouf. Et à côté de ça, au niveau des visages, quoi. Et de la manière dont, sans texte ni rien, en quelques cases, il arrive à dépeindre des émotions incroyables. Et pareil, le découpage est trop malin. Et vraiment, t'es là et tu regardes et tu te dis comment mieux exprimer un sentiment, d'autant plus t'identifier à ce sentiment, que par ces 4 bandes de cette page. C'est assez incroyable. Je trouve qu'il est vraiment trop fort. La dernière, changement d'ambiance, hyper-capitalisme, là aussi un peu de dépression, mais c'est Larigonic et Tim Kasser. Alors c'est Tim Kasser qui, je crois, est psychologue et a fait plein de... C'est américain, donc il y a vraiment un prisme assez américain dedans, notamment sur pas mal de points où tu es là et tu te dis oui, bon, bah en fait, ça, oui, vous avez ça aux États-Unis. Et donc, ça parle un petit peu, alors c'est en 2 parties, il y a une partie où ça parle de l'installation de l'hypercapitalisme à partir du capitalisme, etc., et de ses grandes valeurs et ses grandes caractéristiques. Et l'autre où comment est-ce qu'on peut en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce paradigme-là. Alors, c'est des trucs intéressants et tout. D'un point de vue purement formel, c'est très comment dire, très peu audacieux, hein. C'est vraiment pas très intéressant, on va pas se mentir, ça utilise très peu justement, contrairement à Imbattable. Le côté de la BD, alors il y a quelques chara-design et tout qui sont rigolos, mais bon, voilà, ça reste assez sage. Du point de vue du propos, alors si vous êtes un peu de gauche et que vous vous intéressez un peu à tout ça, vous n'allez pas apprendre grand chose. Ça reste pas inintéressant, mais bon, c'est quand même des trucs assez basiques sur les relations avec le gouvernement, du pouvoir, etc. Et notamment, la plus grande partie, c'est sur des trucs de valeur et tout. Il y a notamment quelques trucs qui me perturbent. Alors, il y a quelques trucs comme ça qui sont intéressants d'un point de vue des chiffres, même si c'est des trucs assez connus. Mais il y a notamment un truc qui me gênait, sur la pub, etc. Le fait qu'on soit des consommateurs et non des citoyens. Il y a un truc, il y a toute une bibliographie très fournie. Il y a un truc qui me dérange un peu, c'est notamment au niveau des citations. Il y a des citations où t'es pas sûr qu'elles soient vraies. Moi j'ai vérifié certains trucs et je les ai pas trouvés. Et en fait ça joue comme ça un peu sur les 2 tableaux, sur ah ça c'est vrai. Et du coup t'as du mal à faire confiance au truc. Et aussi la deuxième partie qui est plus sur l'action est très sage, quoi. Tu vois que c'est des gens de gauche mais américains, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup sur l'individualisme et de comment est-ce qu'on peut, quel geste on peut avoir d'un point de vue personnel, individuel, ce qui est certes, sur le fait de moins consommer et tout, et la partie sur sur le côté contester, protester, détruire les gouvernements et détruire... c'est pas très révolutionnaire, quoi. C'est très sage et très... en fait, ça prend quelques pages, quoi, là où... je sais pas. Et en fait, ça prend surtout du temps à expliquer un peu ce qu'est le capitalisme, et son truc est freiné, et il y a peu d'outils finalement pour le combattre, au-delà de quelques trucs assez habituels, quoi. Donc bon. Voilà, c'était pas mal. Moi, comme dit, j'ai pas appris grand chose ni rien, mais pourquoi pas pour sensibiliser les gens et qui veulent pas un truc trop radical, quoi. Donc voilà, on a fini avec le hors-jeu, uniquement des bandes dessinées. Je vous propose qu'on passe à une petite partie. Voilà, donc comme je l'ai dit, Kaouts, qui a aussi 50 missions, qui est si tipi-topi, vous pouvez y jouer gratos.
regardez, je vous mets le lien là, et je vous le mets aussi en description pour YouTube, hein, évidemment. Vous pouvez jouer gratos à Tipeee Topi dans votre navigateur, parce que Schmitt ont plein de petits trucs comme ça, ils ont aussi des traits futés et tout. Ce qu'il y a, je vais voir si je vous laisse le son, il est en anglais ou en allemand, et faut savoir que la version américaine, donc Kahoot, ne se joue que de 2 à 4, la version allemande se joue de 1 à 4, mais de la même manière que Kahoot. Et c'est un peu différent de 50 missions, parce que si vous regardez, ça c'est la version d'Oya. 54 missions pour former avec, pour 4 cartes plus loin. Mais... Puis la médaille d'or. Ah, donc ça, c'est quand même la vieille version. Mélangez ensuite recouvre. Après avoir joué sa carte, le joueur en pioche une nouvelle pour refaire sa main. Pourquoi est-ce que c'est obsolète alors? La partie va se dérouler ainsi jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse plus jouer de qui est celui de la dernière carte médaille remportée. Si la médaille d'or est atteinte, on continue la partie afin de... Pour les débutants, il sera permis de regarder sous les 4 cartes symboles afin de voir quelle carte... Mais c'est quoi la différence entre ça et ça, les amis? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour commencer par... Enfin, placer la médaille d'argent 4 missions plus loin qui commence. Ok. Donc en fait la différence principale c'est que dans Kahoot ou quoi, là vous allez le voir en solo, il n'y a pas d'idée de médaille d'argent, d'or ou de trucs. Là en gros tu gagnes si tu... Dans 50 missions tu gagnes si tu atteins la médaille et idéalement tu arrives à faire les 50 missions et en gros si tu arrives à la médaille d'or tu peux remélanger ces cartes pour essayer de faire les 50 missions. Et donc tu places, comme ils le disent, les médailles à certains voilà, à certains trucs, et c'est tu peux faire la différence entre différents niveaux qui sont présents d'ailleurs ici. Hein. Là nous on va jouer en normal qui est 14. En fait on retrouve ces niveaux de difficulté ici. Le truc c'est que il n'y a pas... là en gros il faudra juste que j'arrive à faire les 14 missions. Là où... là où dans 50 missions en fait tu peux aller jusqu'aux 50, donc c'est un peu différent, sachez-le. Moi je trouve la version 50 missions pas inintéressante, on n'a jamais réussi à arriver à la médaille d'argent, mais voilà, donc on va faire ça. Donc là sinon le principe est le même, et donc le principe de ça c'est donc voilà, j'ai laissé le petit tuto. Alors donc l'idée c'est que on a des goal cards, donc des cartes objectifs, et on a des cartes de nombre qui sont aussi des couleurs qui vont de 1 à 7, et en gros, on va avoir 4 cartes exposées, et à notre tour, on va jouer une carte, soit de la même valeur, soit de la même couleur, hein, comme au Uno, en essayant de faire des objectifs, un ou plusieurs en même temps, sachant que quand on révèle un objectif, il est possible qu'il soit tout de suite réalisé. Donc, dans ce jeu, on essaie de compléter des objectifs. Si on arrive à tous les faire, on a gagné. Là, ce que je disais, la différence par rapport à 50 missions où il y a des médailles et où on a plus ou moins gagné. Moi, j'estime que si on atteint la médaille de bronze, on a gagné, et après on peut essayer de gagner de l'or ou l'argent ou quoi, ou d'arriver aux 50 qui est le truc ultime. Voilà. Donc chaque objectif doit être complété avec avec ces 4 trucs. Alors les objectifs sont en anglais, hein, je vous l'ai montré, mais sur 50 missions, ils sont en français évidemment, avec un design qu'on pourrait questionner, mais qui n'est pas inintéressant. Je vais essayer de vous trouver ça. C'est où? Voilà. Est-ce qu'on les voit là? En fait, vous avez l'illustration de l'objectif, mais aussi le texte en bas. Alors le texte il est un peu petit, mais c'est assez clair une fois que vous connaissez un peu le principe. Donc il y a 4 qui sont là, et 8 de plus dans la pile cachée. Ok. Donc voilà, par exemple, là sur le 5, je pourrais mettre le 3 ou le 5 qui est là. Et du coup, je vais pouvoir compléter cet objectif qui est 2 piles voisines qui sont orange. Donc là, hop, il disparaît, et j'en ai réussi un. Ensuite, ici, par exemple, je peux essayer de faire ça pour que la somme des cartes vertes fasse 6. C'est du vert sur du vert, donc j'ai le droit. Pouf. Alors idéalement, évidemment, il faut essayer de réussir à en faire plusieurs en même temps. Et là, vous voyez, il y en a un qui est arrivé tout de suite. Et donc voilà, et c'est tout. C'est vraiment tout. Et en fait, alors je vais peut-être essayer de vous décaler un peu l'overlay juste. Tac, je vais le débloquer, et voilà, comme ça vous verrez mieux. Hop.
Et c'est vraiment tout con, mais quand on est en coop, on a le droit de communiquer et tout, nous on le fait assez peu finalement. Mais par contre, il y a un peu moins de contrôle sur quand on est en coop sur le côté comment dire, je fais ça, puis ça, puis ça, parce que des fois il y en a, ils te cassent un peu ton truc, et moi j'aime pas non plus jouer comme si on avait tout révélé, quoi. Par contre, j'ai enlevé le son, je vais vous le remettre. Regardez. Est-ce qu'on a du son? Non. Bon, on va voir. Donc, là, j'ai 3 piles orange. Et ah oui, on perd, donc soit on vide la pile, et notre score, en fait, c'est le nombre de cartes qu'on a réussi, soit on peut pas jouer de cartes, à ce moment-là, on a perdu. Tac, donc là, 3 piles orange, je pourrais pas le faire. Tout est green, vert et rose, je peux pas le faire. La somme des cartes violettes et 9, impossible. Par contre, 2 piles voisines sont... Oh, bah on va l'enlever effectivement le son parce que c'est vraiment un son dégueulasse. Est-ce que je peux l'enlever le son? C'est comment? Je me rappelle plus. Son. Toujours ouvrir un mode lecture, blablabla. Où il est? Comment on enlève le son sur ce truc? Comme ça. Couper le son du site. Très bien. Voilà, parce que le son est désagréable en fait. Je pensais qu'il y aurait une petite musique et tout. Donc, dès qu'on a joué une carte, on en repioche pour en avoir 4 en main. Donc on aura toujours 4 cartes ici, 4 cartes en main et 4 objectifs. Donc là, je peux tout à fait faire celui-là. Hop, comme ça, celle-ci est réalisée. Et donc on voit ici le nombre de cartes qui me reste pour arriver jusqu'au bout. Donc là, tout alternating piles orange, donc ça veut dire qu'il faut que j'en ai en fait 2 qui soient séparés par une autre carte. Et il faut que j'ai exactement 2. Alors là, j'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose. Ça c'est mort, ça c'est mort aussi. On va essayer d'aller vers ça. Donc là, si j'ai les 4 vertes, ça marche. Hein, c'est verte et ou rose. Là, j'ai pas bien le choix. Je suis obligé un peu de faire ça. Ça, c'est rien d'intéressant. Bon, on va faire par exemple ça. Ça non plus, je peux pas faire grand chose. Donc là, en fait, j'ai pas le choix. Il y a des moments où on n'a pas le choix et effectivement, on n'a pas de chance. Là, je suis obligé de faire ça, j'ai l'impression. Ouais. Calmons-y. Là, je peux faire ça. Là, ben, je peux effectivement faire ça. Dommage pour le 9. Mais du coup, je peux... ah non, c'est pas ça. Moi, je veux ça et ça, mais c'est pas possible. Et donc là, on peut cliquer pour voir ce qui est déjà tombé, parce qu'il y a, je crois, 3 cartes de chaque valeur et couleur, un truc comme ça. Du coup, qu'est-ce que je peux faire de beau? Ça, c'est nul. Je peux faire... Là, vous voyez, je peux réfléchir à 3 coups. 1, 2, 3. Mais bon, ça m'a demandé 3 trucs pour faire juste un objectif. 2 piles séparées par une autre carte qui sont vertes. Ben là, c'est pas foufou. Hein. On va faire ça, par exemple. Je sais pas. Ouais. Ça. Là, je peux pas faire une alternating truc. Faut faire ça. Là, j'ai pas le choix, je suis obligé de jouer ça. Ah non, je pourrais aussi jouer ça et ça. Ouais, bah on va faire ça là. Un peu nul tout ça. Non, je m'en fous de ça. J'ai plutôt intérêt à garder ça. Bah on va faire ça. Hein. Défaut de mieux. Pareil. Ouais, vas-y. C'est pas glorieux là. Hein. Ça. 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 Voilà. Comme ça, celui-là, il est bon. La somme est 18. Boum. Grosse chance. C'est tout pile. Hein. Là, toutes les cartes sont paires. Donc là, il faudrait que je change ça. Mais là, je peux faire ça pour les 3 piles orange. 2 piles violettes qui ne sont pas voisines. Il faut qu'elles soient violettes, mais qu'elles soient juste pas voisines. Et là, il y a toujours cette somme voilà, qui doit être égale à 9. Tac, donc... Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ça m'embête parce que du coup,
Ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Je peux peut-être essayer de faire ça. Ouais, allons-y. 4. Je peux pas. On peut faire ça par exemple, je ne sais pas. Ah, non, ça marche pas. Ça je peux pas. Ah si, je peux faire ça pour faire les alternating piles. Hop, voilà, comme ça celle-ci c'est bon. Ouais, je sais, merci mon gros. 2 piles orange qui ne soient pas voisines. Impossible. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, dommage. Je suis obligé de jouer un truc comme ça, j'ai l'impression. Ah bah si, ça c'est bon parce qu'elles ne sont pas voisines, donc ça c'est juste. Orange qui est le double de vert, donc quand il dit ça, c'est vraiment au niveau de la somme. Donc là j'ai 5 oranges et 5 verts. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais par exemple faire ça, puis ça. Là ça marche. Qu'il n'y ait aucun qui soit égaux, que ce soit en nombre ou en couleur. Donc il faut les 4 nombres et les 4 couleurs. Si je fais ça par exemple, c'est juste. Voilà. Ok, donc là ça fait beaucoup de trucs avec le pourpre. Il m'en restait quand même du pourpre. Il me reste 15 cartes. Ça, voilà, je peux faire ça comme ça c'est juste. Très bien. Ensuite, la somme orange égale somme du pourpre. Donc il me faudrait un 4 orange ou un 2 pourpre. Ouais. Là, il me faudrait du pourpre pour tout ça, hein, de toute façon, hein, les amis. C'est un peu nulos. C'est un peu nulos. On peut faire ça, hein, si tu veux. Compliqué. Compliqué là. Je peux faire ça en espérant. Voilà, c'est ce que je cherchais pour faire le 2 ici, comme ça. Ça c'est juste. Et ça. Ah non, ça c'est pas juste. Ok. Ça va être compliqué. Hein. Il me reste un objectif à faire, je crois, pour y arriver. La 7 et 2, 9. 4 et 2, 6. 2 et 2, 4. Faisons ça, on va voir. 6 et 2, 8. Et 5 et 3, 8. Et voilà. Et donc là, c'est gagné normalement. Non? Ah non, il me reste un truc. Ça va être compliqué du coup. Bah là, j'ai perdu, non? Non, pas encore. Allez, un petit 2 là, non. Ah là 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 là. Ah non, c'est bon. Du coup, j'ai gagné ou pas? Non? Ah non, c'est juste que la pile est vide, ok. Mais du coup, j'ai quand même perdu. Je crois. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça non, ça non. Si je peux faire ça. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Mais du coup, les dernières, je peux pas. Ça, je vais pas pouvoir parce que j'ai plus de... Voilà, donc perdu. Mais c'était quand même pas mal. C'est quand même pas mal réussi. Donc voilà, c'est Kahoot slash Tipeee slash 50 missions. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Très très bon système. Alors évidemment, il y a un peu de chance dans le tirage de cartes et tout. Mais c'est assez épuré, assez facile à expliquer aussi. Et il y a quand même des petits choix ici et là. Alors après, ça dépend de comment est-ce que vous faites aussi de la communication, à quel point vous communiquez et tout. Mais bon, voilà. Donc c'était Tipeee slash Kahoot. Je vous propose que on finisse avec la conclusion. Et voilà, donc c'est la fin de l'hebdo, sûrement un des plus courts qui ait été. Si vous êtes en podcast et que vous voulez voir ce qu'on a fait en jeu, je vous invite à aller voir Tipeee ou Kahoot ou 50 missions sur la chaîne YouTube.
Passez en tout cas, merci d'être passé sur le chat Twitch, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien, à aller voir les vidéos de décembre, que j'espère sortir avant peut-être de sortir cet hebdo, qui sait, je sais pas, à peu près en même temps. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des news que vous voulez que je traite ou quoi. Tiens d'ailleurs, c'est Akariatre qui m'en avait envoyé une je crois la semaine dernière et que j'ai pas traité. Bah, je la ferai la semaine prochaine parce que vous savez que j'ai pas de mémoire. Donc je vous en reparlerai, c'est sur l'inclusivité du côté du Fige et de la Sage. Je vous dirai ça la semaine prochaine, ou en tout cas au prochain hebdo, qui sera peut-être pas la semaine prochaine, je ne sais pas. Encore merci, passez une bonne fin de journée, prenez bien soin de vous. Ciao. Tu comprends? Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la Beckett, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.